Bonjour Madame Rosès, vous êtes née en 1920 dans une famille alsacienne, catholique et traditionnelle, votre nom de famille est Ludwig, où le rôle d'une femme, selon vos parents, est avant tout de rester au foyer. Mais vous échappez très vite à ce rôle par votre goût pour les études, votre double formation, Sciences Po et droit, et par la rencontre avec Gabriel Rosès, votre futur mari, qui sera haut fonctionnaire, et qui vous placera d'emblée sur un pied d'égalité avec lui, d'un point de vue intellectuel notamment. N'est-ce pas là, finalement, la première rencontre décisive de votre vie? Je suis allée... Bon, le baccalauréat est arrivé, que faire? Et à ce moment-là, la question se pose et j'avais rencontré une jeune fille qui était étudiante à Sciences Po. Et en section générale. Et elle appréciait beaucoup l'ambiance de cette école, elle m'en avait parlé. Et j'étais aussi assez séduite par ce qu'elle m'avait dit. Par conséquent, j'avais cette idée dans la tête. Et j'ai rencontré dans un autre groupe de camarades, celui qui allait plus tard devenir mon mari, mais qui lui-même s'inscrivait à Sciences Politiques, et qui me disait qu'il fallait faire le droit en même temps, ce que bien sûr j'ai trouvé très convaincant. Alors nous avons décidé, enfin tous les deux, de nous inscrire, puis nous avons travaillé beaucoup ensemble, et ensuite le travail est devenu plus accessoire à d'autres préoccupations. Nous sommes mariés en 1942, étant l'un et l'autre diplômés de Sciences Po, ayant notre licence en droit, ayant l'un et l'autre un DES d'économie politique et de droit public. Alors en 1940, vous avez 20 ans, vous allez être jeune marié, votre mari travaille au commissariat au tourisme du régime de Vichy. Oui. Et vous-même, vous travaillez dans un comité de contrôle des professions dans le but de contrôler les prix. Oui. Je ne m'abuse. Et donc, à partir de quand décidez-vous de rompre avec ce régime de Vichy? Et est-ce que vous avez manifesté un certain refus à l'égard de ce régime à cette période de votre vie? Je crois, vous savez, qu'on était nombreux à manifester une opposition à ce régime. Bon, il faut revoir la situation telle qu'elle se présentait dans ces années de guerre. Le fait d'être diplômé offrait aux jeunes filles beaucoup de possibilités, parce que les garçons étaient partis, et certains étaient prisonniers, certains étaient partis pour d'autres raisons, et si bien qu'il y avait une recherche de postes intéressants. Alors, le régime de Vichy avait créé, et c'était obligatoire, des comités d'organisation pour toutes les professions, dont dépendaient entièrement les membres de ces professions pour avoir des autorisations pour circuler, pour pouvoir faire les tractations commerciales les plus élémentaires. Et M. Chenot, un de nos professeurs de Sciences Po, Bernard Chenot, qui par la suite deviendra ministre de la Justice, dont nous étions les élèves, il avait donc choisi comme directeur, comme chef de cabinet de la délégation générale au tourisme où il était, mon mari, et moi il m'avait orienté vers un comité d'organisation, et où j'ai eu très vite des responsabilités, parce que on avait besoin de gens de notre âge et de notre profil. Vous aviez 20 ans, 22 ans. Oui, j'ai beaucoup appris. Enfin, ça n'a pas été complètement inutile, j'ai beaucoup appris, mais c'était quelque chose qui était créé par Vichy, donc qui a disparu sitôt après. Et à ce moment-là, s'est posé la question de savoir que faire. J'avais donc goûté du service privé, en quelque sorte, mi-service privé, mi-public. Et c'est alors que, quand les choses ont commencé vraiment à prendre une tournure plus classique, que mon mari m'a fait rencontrer un de ses camarades, une relation plutôt, qui était déjà magistrat, et la façon dont il m'a parlé de son métier m'a fait regretter beaucoup que les femmes ne puissent pas entrer dans la magistrature. Aussi ai-je apprécié quand la loi est intervenue. Alors, donc, après la guerre, vous manifestez votre désir d'entrer dans la magistrature, votre choix professionnel. Et en 1946, à partir du moment où le concours est ouvert aux femmes, et où effectivement
reconnaît aux femmes leurs droits civiques. Vous entrez au parquet de Paris, vous tombez dans une équipe d'hommes, parmi lesquels Jean Vassogne vous donnera une place importante à l'époque. Il n'y avait aucune femme dans cette profession. Alors ces hommes ont-ils été un modèle pour vous? Et pouvez-vous nous dire un petit peu comment ça se passait à l'époque, ou comme vous nous l'avez dit par ailleurs, vous sentiez la flamme dans ce métier? Ah oui, tout à fait. Le terme, je le redirai encore. Nous faisions un stage obligatoire au parquet et au barreau. Alors, je n'avais pas du tout l'intention de me diriger vers le barreau. Par contre, le stage au parquet m'a beaucoup appris, et la première affectation ne m'avait pas vraiment enthousiasmé, parce que j'étais dans une section civile du parquet au changement de nom. C'était l'attaché au parquet vraiment faisait du travail répétitif et sans grand intérêt. J'étais allé voir M. Vassogne, parce que ça, c'est l'occasion de dire que M. Vassogne a été l'un des premiers, à une époque où il n'existait aucune formation, on se présentait librement, il n'y avait aucune formation pour les candidats. Il était à ce moment-là le jeune chef de la section économique du parquet des affaires cimentières, dont M. Edalo était, lui, le procureur adjoint, le grand chef. Et j'ai dit à M. Vassogne que les changements de nom, c'était sans doute important, mais ça ne me passionnait pas outre mesure. Alors il m'a affecté au service économique. Et là, je m'y suis senti tout de suite à l'aise, puisque je sortais d'avoir, et d'un certain point de vue, j'ose le dire, mais j'en savais un peu plus sur les substituts, sur des choses comme les taux de marque ou des choses comme ça, quand ces lois sont appliquées, car on a forcément repris un peu le passé. Par conséquent, j'étais très à l'aise, et je suis tombé dans une équipe de 4 substituts, jeunes. À l'époque, je ne les trouvais pas si jeunes que ça, mais enfin maintenant, avec le recul, ils étaient jeunes substituts, qui travaillaient avec beaucoup d'enthousiasme aussi. C'était une époque où on avait beaucoup en charge le contrôle des prix, donc les dépassements, le marché noir, déjà des problèmes de fausses déclarations, de contrôle, et tout le monde en discutait avec ardeur. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'esprit d'équipe, parce que chacun avait ses dossiers, mais quand il y avait une difficulté, tout le monde en parlait. Je mentionnerai aussi qu'un juge d'instruction, qui a été fameux à l'époque, car il a fait l'affaire du docteur Petiot, dont certains esprits ne peuvent que se souvenir, et estimant que notre préparation était insuffisante, qu'elle ne valait pas évidemment celle qui viendra par la suite, m'avait demandé de venir dans son cabinet pour me montrer un peu de près ce que c'était qu'un juge d'instruction, comment il travaillait. Alors il me présentait aux avocats, et puis je voyais, j'avais accès au dossier, je voyais pourquoi il posait des questions. Enfin, il a essayé de me donner une formation comme ça parfaitement gratuite, enfin je veux dire, simplement le désir d'aider. Tout ça était très sympathique. Et puis aussi, on avait la latitude d'assister à n'importe quelle audience, et donc on ne s'en privait pas, je crois, d'aller dans des affaires importantes. On avait une curiosité de voir, d'où c'était. Moi, une fois que j'étais dans le palais intramuros, j'étais bien, je sentais de l'enthousiasme aussi. Alors, votre premier poste se situe en 1947 à Nevers. Alors, 49. En 49. Parce que moi, il m'a fallu des années pour récupérer les années de stage, parce que moi, j'étais pas inscrite au barreau. Là, vous êtes nommé juge suppléant. Oui. Donc, ça veut dire que vous étiez tantôt au siège, tantôt au parquet. Et là, par contre, vous avez pas mal de difficultés pour surmonter les stéréotypes d'un milieu réticent aux femmes. Alors comment vous, la parisienne, vous avez fait face à ce choc dans une magistrature de province moins accueillante, et comment avez-vous tracé votre voie? D'abord, il est certain qu'une fois que j'avais pris la décision de passer le concours de la magistrature, métier d'homme, à l'époque, j'avais décidé d'en assumer tous les aspects. Et donc, j'avais très bien compris qu'il y ait des résistances. On constituait les quelques filles qui préparaient le concours, on apportait l'effroi plutôt qu'autre chose.
L'effroi, oui, oui. On se demandait comment est-ce qu'on allait être accueillis. Et la chose amusante pour moi, c'est que j'ai été installée au mois de juillet, donc le procureur était en vacances. Quand je suis arrivée, j'ai pas vu mon procureur. Vous savez que les juges suppléants dépendaient, malgré le titre de juge, essentiellement du parquet. Alors le procureur n'était pas là et j'ai fait connaissance avec le substitut qui lui était de vacation, de service. C'était un homme jeune très gentil et forcément il m'a initié, voyant que ça avait l'air d'entrer. Il m'a tenu à me dire, vous savez, il ne faudra pas faire attention à l'accueil du procureur, c'est quelqu'un de très gentil, mais bon. Parce qu'il a dit, quand le décret de parution des affectations des reçus dans les juridictions avait été paru, avec ma chance, nous étions 3 dans le ressort de la cour de Bourges, il a dit 2 hommes et moi, il a dit avec ma chance j'aurai la femme. Eh bien effectivement, il a eu la femme. Alors il m'a accueilli en me disant qu'il ne fallait pas que je m'attende à ce qu'il me traite comme une femme. Il m'a permis de lui répondre que comme un collègue, ça m'irait très bien. Et puis, mon Dieu, j'ai continué ce que j'avais en tête, c'est que quel que soit j'ai eu un service très lourd. Je quittais Nevers le samedi après-midi et je devais y être le lundi matin. Donc, à l'époque où on mettrait 4 heures, à l'époque, il faut toujours se souvenir de cela, 4 heures pour faire Paris-Nevers, ça me laissait un dimanche tranquille à la maison et j'avais quand même un mari, mais un fils de 2 ans. C'était tout de même difficile. C'était combien de temps à Nevers? Oh, je suis resté qu'1 an, parce que, c'est ce que je tiens à dire, j'ai été le parfait suppléant, en ce sens que j'ai fait du siège, du parquet, que le procureur, ayant compris mon désir de m'initier, m'a fait tout faire accompagner les substituts, mais enfin j'ai fait autopsie, exhumation, transport sur les lieux, et en même temps, comme j'avais demandé à aussi voir le travail du siège, je siégeais dans une audience correctionnelle dans une audience civile, et j'avais demandé à prendre quelques jugements. Alors, à partir de 1950, si je me trompe pas... Alors en 49, 50, oui. Jusqu'en 62, oui. Vous êtes au cabinet du garde des Sceaux. Oui. Nous sommes sous la 4e République, oui. Ou le début de la 5e. Et vous vivez à l'époque dans une administration qui incarne la permanence de l'État alors que les ministres passent. Et vous avez passé près de 14 gardes des Sceaux en 12 ans. Certains font 1 mois et demi. Mais leurs noms sont connus, célèbres: Edmond Michelet, René Pleven, Edgar Faure, Robert Schuman, Michel Debré. Quels souvenez-vous, gardez-vous de cette période? Une administration centrale toute puissante ou un système politique qui se délite? Bien, effectivement, on voit les deux, mais c'est presque une loi physique. Je dirais, les ministres ne restant pas longtemps, puisque ça, on sortait d'une crise sur une crise, parce que encore, il faut noter que dans ce que je ne sais pas et que je n'ai pas le moyen de retrouver, c'est le nombre de crises qui sont intervenues, parce que quand un gouvernement s'en allait, le prochain gouvernement était désigné, mais il devait, au cours d'un discours d'investiture, obtenir l'accord des assemblées. Or, il arrivait que sur le papier, un gouvernement soit constitué, on apprenait des noms, mais c'est ainsi que je me souviens avoir vu 3 fois le nom de M. Edgar Faure. Il a été une fois garde des Sceaux, mais il a été désigné, si vous voulez, comme garde des Sceaux, mais ça n'a pas passé ce butoir du discours d'investiture. Alors, il est certain que l'administration devient très puissante, parce qu'elle a le moyen de garder les projets qui l'ennuient. Bon, ça c'est évident. Et puis les ministres, arrivant là, il leur faut le temps de se mettre au courant. Alors,
c'est infiniment dommage d'un certain point de vue, parce que j'ai vu arriver dans ces 14 ministres, j'ai vu arriver des ministres avec de bonnes idées, mais ils n'ont même pas le temps de les lancer, ou à peine les lancer. Si ça ne plaît pas aux directions, c'est la direction, c'est l'administration qui gagne. Ma chance a été que René Meyer, quand je suis arrivé, cherchait dans les magistrats qu'on mettait à sa disposition, ces jeunes magistrats qu'on mettait à sa disposition, et il cherchait un magistrat pour le bureau du cabinet, et bien sûr j'étais une de ses anciennes élèves. Ah oui. Le directeur de cabinet se trouvait être un de mes anciens professeurs de Sciences Po, donc il m'a tout de suite recueilli, et j'ai été affecté au bureau du cabinet, qui est un petit organisme de liaison entre la direction et entre les directions et le cabinet, donc particulièrement intéressant parce qu'il va tout passer, dans un sens et dans l'autre. Alors, c'est un poste d'observation, c'est un poste où on apprend énormément de choses, on voit comment tout se met en place, à la fois on a une vue sur le travail parlementaire, à la fois une vue sur le travail des directions, enfin c'est vraiment très formateur. Je me suis servi de cette expérience, je veux dire, quand j'étais président de la 17e. On préparait le dossier du Conseil des ministres, du ministre. Donc on était chargé de recueillir tous les... C'est nous qui recevions l'ordre du jour. Et on était chargé de recueillir, de préparer le dossier, à l'aide bien sûr de ce que nous donnaient les directions. On ne faisait rien au fond, si vous voulez, mais on avait un sacré poste d'observation. On passe à votre poste de juge à Paris, oui. À partir de 1962 jusqu'en 1969. Ensuite, vous êtes la première femme à présider la 17e chambre correctionnelle en 1969-1973, où sont jugées des affaires de presse et de diffamation, tout cela pendant une dizaine d'années. Là, au milieu des passions politiques, on vient d'en parler, vous imposez votre jugement, votre raisonnement, vos décisions face à des personnalités de premier plan, et via la presse devant un très large public. Quelle est votre ligne de conduite, votre secret à l'époque, ce que Jean-Marc Béolaire dans Le Monde appelle la griffe Rosès? Oui, là, il faudrait lui demander. Ce que j'apportais, ma griffe, si vous voulez, c'était de bien connaître mon dossier, parfaitement, et ça, quelques anecdotes amusantes me permettront de nous dire à quel point c'est important que les avocats se rendent compte que vous connaissiez, parce qu'ils essayent souvent de vous tester et qu'ils se rendent compte que vous connaissez bien le dossier, c'est quelque chose. Donc parfaitement connaître le dossier. Deuxièmement, savoir interroger. Et là, il y a peut-être une histoire d'inné ou pas, je ne sais pas. Moi, effectivement, ou les leçons de Goletti, je ne sais. Moi, j'avais une méthode, j'avais une façon d'intéresser les gens très différente, instinctivement, si vous voulez. Quand j'ai interrogé mon Jojo Levavista, ça n'avait rien à voir avec quelqu'un d'autre, pas avec le général Massu, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe là, qui est le côté, un feeling, comme on dit, qui vient de l'audience, savoir interroger, et puis ensuite, alors la phase très importante, moi, je pense qu'à tout moment, dans un procès, il faut que le justiciable reconnaisse l'affaire.